Bien, bonjour à tous. Je pense qu'on va démarrer. Là, on a entendu les 10 minutes réglementaires avant de commencer. Alors, bienvenue à cette rencontre Propia en mixte, qui est à la fois en présentiel et en distanciel. Alors, c'est bientôt Noël, mais ce n'est pas encore Noël, donc on a décidé de vous faire réfléchir sur un sujet très ardu, de très haute volée, qui vient en fait d'une consultation que l'INPI a lancée au début de l'année, sur, pas que l'INPI d'ailleurs, c'est de manière conjointe avec l'Office européen des brevets, et également avec le groupe B+ de l'OMPI. Alors le groupe B+ de l'OMPI, ce n'est pas une nouvelle classification internationale des brevets, je laisserai Jonathan peut-être en parler un peu plus tout à l'heure. Et alors cette consultation en fait était liée au souhait, on va dire, d'harmoniser le droit des brevets au niveau international. Et cette consultation portait sur 3 sujets assez pointus: le délai de grâce, les droits d'usage antérieurs et les demandes interférentes. Alors pour parler de ces 3 sujets et pour nous les présenter, donc nous avons la joie et le privilège, et je les remercie déjà, d'accueillir 4 experts, donc 3 ici présents sur la scène, je dirais, et puis un en distanciel. Alors tout d'abord Jean-Jacques Cress, qui est juste à côté de moi, qui est diplômé de l'INSA de Lyon, donc titulaire donc du DU brevet de CPI, qui a un master en PI, donc et CPI brevet marque et modèle également, et bien sûr mandataire en brevet européen. Alors là, il est en poste depuis plus de, mais je ne vais pas dire le nombre d'années, parce que c'est quand même toujours désagréable. Mais je vois que Laurent rigole là-bas. Donc au cabinet NUS, qui fait partie maintenant du groupe Ypsilon. Et alors j'ajouterais, ce n'est pas indiqué là, mais je vais quand même l'ajouter, parce que on en discutait tout à l'heure. Donc Jean-Jacques est un spécialiste de la brevetabilité des logiciels, enfin des inventions mises en œuvre par ordinateur, pour utiliser le terme consacré. Et ça me paraît un point essentiel, parce que malheureusement en France, on pense parfois dans certains cénacles encore trop souvent que des inventions mises en œuvre par ordinateur ne sont pas brevetables, ce qui est très très dommage. Alors à côté de Jean-Jacques, nous avons Christophe Christophe Biel, qui est juste à côté, qu'on est également très heureux d'accueillir, qui vient de fort loin. Alors je vais prononcer la localité, c'est Groß-Biederstroh. C'est ça, hein, Groß-Biederstroh. Ah, merci. Donc à la frontière allemande, et donc Christophe a la double nationalité française et allemande. Il a fait il a un double cursus, on va dire. Christophe, tu as fait des études de génie chimique à l'université de Stuttgart, également des études de chimie à l'école européenne des hautes études des industries chimiques de Strasbourg, donc Strasbourg, Stuttgart. Il a également opéré au département propriété industrielle de la société IBM Deutschland, à l'Office allemand des brevets et des marques aussi, au tribunal fédéral de la propriété industrielle et au tribunal de grande instance de Munich. Alors, Christophe fait à la fois Patentanwalt et conseil en propriété industrielle, mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets. Et il a également l'examen de qualification en marque et dessin et modèle. Esther, qu'on connaît bien, à l'INPI. Donc Esther, qui est également avec nous, diplômée de l'École nationale supérieure des mines de Nancy. Donc la Lorraine est doublement présente. Donc, et de la Fachhochschule de Mannheim, dans le domaine de la mécanique. Esther est très liée à Kuhn, donc une entreprise bien connue en Alsace. Elle était ingénieure pays pendant 14 ans chez Kuhn, donc pour ceux qui ne savent pas, donc fabricant de machines agricoles. Puis devenue responsable du service pays, donc du groupe Kuhn, donc depuis 2015. Alors Esther est mandataire agréée auprès de l'Office européen des brevets, et puis elle a la qualification française mention brevet d'invention. Et puis Esther fait également partie du comité de pilotage du club Respi Alsace, donc qui est un club de professionnels de la PI et de la R&D en Alsace, que nous avons monté conjointement, avec d'autres entreprises également. Et puis alors en distanciel, j'espère Jonathan que tu nous entends. On a Jonathan Witt, donc qui va intervenir à distance, donc qui travaille à l'INPI, diplômé de l'École nationale supérieure des arts et métiers, entré à l'INPI en 2008 comme ingénieur examinateur brevet, diplômé du CEPI en 2012, donc également examen de qualification français en 2016. Et alors depuis 2017, donc Jonathan est ingénieur examinateur et chargé de mission affaires internationales
Il représente la France au sein des comités en lien avec les brevets de l'OMPI et il travaille notamment sur toutes les discussions sur les mises en place des accords de PPH. Il y en a eu un certain nombre entre l'INPI et donc des offices, notamment l'office canadien, l'office coréen, l'office japonais. Jonathan était encore il y a 15 jours, je crois, au Japon justement pour rencontrer nos homologues de l'office japonais. Et donc, depuis 2020, il travaille sur le sujet de l'harmonisation du droit des brevets, donc en lien avec le groupe B+, donc il faut rappeler, alors Jonathan, tu en diras plus, je pense, sur le groupe B+, qu'il est présidé par notre directeur général, donc Pascal Faure, depuis octobre 2021. Alors, nous allons donc successivement évoquer tous ces sujets, et on va commencer donc par les droits d'usage antérieurs, et je vais passer la parole et passer au PowerPoint de donc Jean-Jacques Crest, donc du cabinet NUS. Voilà, Jean-Jacques, le micro. Défiler, c'est les flèches, je pense. Ouais. Merci Philippe. Bonjour à tout le monde. Alors, ma présentation va s'articuler sur 4 points essentiels en relation donc avec le ou les droits d'usage antérieur. Tout d'abord, l'objet, le contexte et le fondement de ce droit. Ensuite, ses conditions d'obtention et d'exercice. Puis, l'étendue de l'exception qui est conférée par ce droit. Et enfin, les difficultés et les questionnements qui se posent. Ma présentation portera principalement, naturellement, sur la situation en France, mais j'évoquerai également la situation dans d'autres pays, notamment lorsque il y a des situations particulières différentes de celle qui est celle de la France. Alors, le droit d'usage antérieur, donc, c'est un droit qu'on peut qualifier de droit défensif. En effet, il sera invoqué par le tiers pour bénéficier d'une exception par rapport au monopole du breveté, mais sans remettre en cause, en fait, la validité même de ce brevet, puisqu'en fait, le côté secret du droit antérieur ne permettra pas de contester la validité du brevet. Le nom générique de ce droit par le monde est exception concernant l'utilisation antérieure. En France, il est plus connu sous l'appellation droit de possession personnelle antérieure. Ce droit, qui est par nature, je dirais, confidentiel et même dormant, est généralement invoqué et donc réveillé aussi dans un contexte de litige en contrefaçon. Il s'agit d'un droit qui est accordé à un tiers qui utilisait ou au moins possédait l'invention avant le dépôt d'une demande de brevet sur la même invention, en fait jusqu'au jour même, et lui permet de poursuivre cette utilisation sous certaines réserves et conditions sans le consentement du breveté. On peut noter qu'il ne nécessite aucun acte procédural ou constitutif, sauf bien entendu la constitution de la preuve même pour en bénéficier. Ce droit constitue ainsi une mesure de sauvegarde des intérêts du premier inventeur ou utilisateur de l'invention, en fait dans un système légal où le droit au monopole est accordé de fait au premier déposant et non pas au premier inventeur. Alors quel est l'objectif de cette mesure ? Il s'agit surtout de ne pas pénaliser exagérément ce tiers qui avait au moins créé l'invention avant le breveté et avait décidé de ne pas déposer de demande de brevet. Il s'agit donc d'une mesure qu'on pourrait qualifier d'équité, mais aussi d'équilibre économique. En fait, s'il n'existait pas, les investissements de ce tiers seraient totalement perdus et il pourrait même, s'il avait commencé l'exploitation, subir une perte de chiffre d'affaires. Il y aurait aussi moins de concurrence, puisque le fait que ce tiers puisse continuer l'exploitation de l'invention, quelque part, permet de contrebalancer le monopole accordé au breveté.
Alors, l'utilisation et l'usage dont on parle, et comme je disais avant, est nécessairement réalisé dans un cadre privé, un contexte secret ou au moins à titre confidentiel. Dans le cas contraire, on serait dans une situation de divulgation publique antérieure de l'invention, objet du brevet, et donc dans une position qui permettrait de demander la nullité du brevet. À ce sujet, on peut noter que ce droit de possession personnelle antérieure peut éventuellement être une position de repli si l'usage antérieur invoqué pour invalider un brevet est reconnu non public. Par exemple, dans le cadre d'une action reconventionnelle en nullité de brevet. À ce stade, il faut rappeler que pour une invention donnée, deux formes d'exploitation sont possibles. Et la faculté de libre choix entre ces deux systèmes devrait être préservée. Il y a tout d'abord l'utilisation secrète de l'invention, sans dépôt de brevet. Dans ce cas-là, ultérieurement, seul le droit de possession personnelle antérieure peut être invoqué. Il est naturellement non exclusif. Et il s'agit plutôt d'une mesure de préservation pour le tiers. La deuxième forme d'exploitation est une exploitation publique avec dépôt de brevet antérieur à toute divulgation. Il y a alors publication de l'invention et également un droit d'exploitation exclusif en contrepartie. Du fait de la nature secrète de l'exploitation dans le contexte du droit de possession personnelle antérieure, cette exception concerne surtout des inventions de procédés, pour lesquelles se pose le plus souvent la question secret ou protection par brevet. C'est en particulier le cas lorsque les caractéristiques du procédé de fabrication ne peuvent pas être détectées dans le produit commercialisé, fabriqué et commercialisé. Alors, on peut s'interroger, est-ce qu'il s'agit d'un droit exotique? Est-ce qu'il est limité à quelques pays? Non, puisque dans plus de 120 pays, il existe des dispositions légales spécifiques qui le concernent. Toutefois, dans ces pays, les formulations sont relativement ou au moins un peu différentes, et donc il en découle aussi des effets juridiques différents. Parmi les types de formulations, on peut citer notamment le brevet est sans effet, il existe un droit de poursuite, il existe une licence gratuite non exclusive, ou alors on parle d'invocation d'un droit en défense, donc dans le cadre d'une action contrefaçon. En France, c'est l'article L613 du CPI qui fonde ce droit, donc je vous l'ai affiché. C'est une formulation, comme on peut le voir, assez complexe, avec des points, disons, d'importance plus grande. C'est ce que j'ai mis en gras sur le PowerPoint. Je vous le laisse lire, mais vous l'aurez de toute façon dans le PowerPoint, donc on va passer sur ce point-là. Donc je vais, dans un premier temps, analyser cette formulation, notamment les termes clés. Alors la première expression qui attire l'attention, c'est toute personne. Cette formulation indique que déjà il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale, qu'il peut y en avoir une ou plusieurs, et que la qualité de la personne ou la nationalité de la personne est indifférente. Le deuxième point, c'est la possession de bonne foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tiers, en fait, doit avoir déjà réalisé l'invention indépendamment du breveté. La réalisation ou la communication de l'invention à ce tiers ne peut pas être faite en violation d'une obligation légale ou contractuelle. Naturellement, le tiers n'est pas nécessairement l'inventeur, mais s'il a eu connaissance de l'invention par communication, celle-ci doit être licite et non limitative. Il peut effectivement y avoir,
on le verra, je pense, avec Christophe Vielle après, une possible interférence avec le délai de grâce dans certains pays. En France, le critère de bonne foi est vérifié si la connaissance de l'invention reçue est légitime et qu'il n'y a pas d'interdiction d'utilisation. En Allemagne, par exemple, même le fournisseur de parties de l'invention peut s'en prévaloir le cas échéant. On passe ensuite aux conditions de forme et aux possibles natures différentes de la possession de l'invention. Dans la plupart des pays, il faut une utilisation antérieure aux fins d'une activité commerciale ou au moins la réalisation de préparatifs sérieux à cet effet. En France, selon la jurisprudence majoritaire, la possession intellectuelle complète de l'invention suffit. On peut y voir un parallèle, en fait, à la description suffisante de l'invention dans un brevet. Il n'est pas besoin, notamment, d'avoir réalisé un prototype, ni a fortiori d'avoir effectivement exploité l'invention. Cela étant dit, il faut quand même aussi évoquer le fait qu'il y a quelques jurisprudences françaises qui sont plutôt alignées sur le fait d'une nécessité d'une utilisation antérieure ou au moins la réalisation de préparatifs sérieux à cet effet. Aux États-Unis, par exemple, il faut au moins de tels préparatifs sérieux pour l'exploitation pour que le droit de possession personnelle antérieure puisse être invoqué et soit constitué. En Allemagne, j'espère que M. Vielle ne me contredira pas, il faut normalement la possession intellectuelle, la faculté, connaître la faculté de avoir une faculté de mise en œuvre et de commercialisation immédiate, et aussi avoir une connaissance des fonctions et des effets des moyens techniques revendiqués. Oui, ok, tout à fait. Voilà. On va évoquer ensuite l'objet de la possession. Alors naturellement, pour faire valoir le droit de possession antérieure en termes d'objet, il faut que l'objet de cette possession antérieure soit identique à l'objet revendiqué, et cela dans le brevet délivré. On peut voir ici une problématique, notamment par rapport aux caractéristiques des revendications secondaires qui étaient non utilisées ou alors non connues antérieurement par le tiers, mais qui, dans son exploitation ultérieure, auront été exploitées. Donc, autrement dit, il va exploiter des caractéristiques que lui-même n'avait pas exploitées avant et qui, par contre, sont protégées par le brevet. Donc, je pense qu'il va avoir des problèmes à ce niveau-là. En termes de date de la possession, généralement, la date qui est invoquée est la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité. Dans certains pays, seule la date de dépôt est mentionnée, ce qui exclurait un retour jusqu'à la date de priorité. Aux États-Unis, qui est un cas un peu particulier, il faut que cette date de la possession soit au moins 1 an avant la date de dépôt du brevet ou avant la divulgation par le breveté si le délai de grâce s'applique. En termes de lieu de la possession, ce lieu doit correspondre au pays où le tiers a acquis et il veut faire valoir son droit d'usage antérieur. Ce qui veut dire que les travaux de recherche, la mise en œuvre ou la réalisation de préparatifs pour l'exploitation doivent avoir eu lieu dans le pays du brevet vis-à-vis duquel l'exemption est requise. On peut aussi se poser la question d'un possible abandon de l'utilisation antérieure avant, naturellement, la date de dépôt du brevet. Alors, les sanctions sont différentes selon les pays. Aux États-Unis, dans ce cas-là, vous n'avez plus de droit de possession personnelle antérieure. En Allemagne et en Australie, c'est à peu près la même chose qu'aux États-Unis. Par contre, si l'abandon n'est que momentané, la date n'est pas perdue. Donc, le droit de possession personnelle antérieure n'est pas perdu. Oui, ok.
La question ne se pose pas vraiment en France, puisqu'en France, la possession intellectuelle est suffisante et qu'en plus, les Français ont une mémoire d'éléphant. Donc, il n'y aura pas d'abandon. On va maintenant passer à l'étendue de l'exception, puisque c'est quand même, je dirais, un peu l'effet recherché quand on met en avant ce droit. Alors, j'ai trouvé trois aspects à l'étendue de ce droit d'exploiter. Tout d'abord, l'extension en termes d'objets. Cela veut dire que cela parle, disons, de l'identité nécessaire ou pas entre l'objet qui était celui de l'utilisation antérieure et l'objet qui sera exploité ultérieurement après le dépôt du brevet. Alors en France, une modification de l'objet exploité est autorisée. Donc entre une utilisation antérieure et une utilisation et une exploitation ultérieure. Par contre, ce qui est requis, c'est l'équivalence entre les deux modes de réalisation. En Allemagne, une modification n'est pas autorisée si elle sort de la portée de l'utilisation antérieure et si elle contrefait le brevet. C'est très strict. Ensuite, l'étendue du droit d'exploiter en termes d'activité. Alors, de manière générale, elle couvre, cette étendue couvre tous les actes d'exploitation qui, normalement, constituent des actes de contrefaçon en l'absence d'autorisation du breveté. Dans certains pays, il existe des limites à l'exception pour exploiter, qui, en fait, est constituée par la limite de l'utilisation antérieure. C'est le cas notamment au Brésil et en Espagne. En Chine, cette exploitation peut se faire dans les conditions initialement prévues. Autrement dit, là aussi, il faut qu'il y ait identité entre l'exploitation, l'utilisation antérieure et l'exploitation de l'invention après le dépôt du brevet. En Suède, par exemple, il faut poursuivre dans le même cadre. En Allemagne, selon leur jurisprudence, si l'usage antérieur s'effectuait seulement sous forme de vente, la fabrication n'est pas autorisée. Bon, je n'ai pas très bien compris la jurisprudence parce que normalement, s'il y a vente, il y a divulgation, donc il y a nullité du brevet. Maintenant, c'était peut-être dans un contexte particulier. C'est une jurisprudence un peu particulière. Ok, d'accord. Ouais, je m'en doutais un peu. En France, donc selon le texte de la loi et la JP, il n'y a pas de limite quantitative ni de limite de type ou de nature pour l'exploitation ultérieure par rapport à l'utilisation antérieure. Troisième volet de ce point, l'étendue du droit d'exploiter en termes de personnes. Alors, est-ce que l'extension de cette exception peut se faire au client? Oui. Et cela peut s'expliquer du fait que si le tiers qui invoque le droit ne peut pas vendre ce qu'il fabrique, ça perd tout intérêt, le droit perd tout intérêt. Donc là, oui. Une extension au fournisseur qui fabrique l'invention pour le tiers, non. Par contre, si ce fournisseur ne fournit qu'une partie de l'invention, donc une fourniture de moyens, le cas est différent, puisque dans ce cas-là, le client de ce fournisseur est une personne habilitée à exploiter l'invention. Et comme pour la fourniture de moyens, c'est l'article L613-4 qui s'applique, la mention qui est utilisée dans cet article, c'est habilité à exploiter l'invention. Or, ici, c'est le cas pour le client, qui est en fait le tiers qui va mettre en œuvre le droit de possession personnelle antérieure, et donc ce fournisseur-là est indirectement également couvert. Par contre, une extension, par exemple, à une société créée ultérieurement par la personne physique qui possède le droit de possession personnelle antérieure, là, la réponse est non. Une extension à une filiale ou à la maison mère en partant de la filiale qui aurait ce droit de possession personnelle antérieure, la réponse est non également.
que vous pouvez préciser l'extension au client? Est-ce que vous voulez dire au client revendeur ou au client utilisateur final? Les deux. Les deux. Les deux. Sinon, il n'y aurait pas de. Je veux dire, si à un moment donné la chaîne est bloquée, tout intérêt, ce droit, la mise en œuvre de ce droit n'aurait plus d'intérêt. En fait. Donc là, c'est ce qui est, en tout cas dans la jurisprudence, c'est ce qui est prévu. Alors j'en viens à mon dernier point, les difficultés, les questionnements que pose ce droit. Alors le premier, naturellement, c'est au moment où je veux invoquer ce droit, c'est naturellement la problématique de la preuve de l'usage antérieur. Et c'est une problématique qui est fondamentale parce que, naturellement, souvent, on n'aura pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser la preuve de l'usage antérieur. Alors, parmi les exemples de moyens sûrs pour constituer ces éléments de preuve, il y a la très chère et peu chère enveloppe solo, naturellement, maintenant l'e-solo, les dépôts chez un huissier, les cahiers de laboratoire visés régulièrement par un huissier. Il y a aussi un nouveau système d'horodatage de l'OMPI. Il y a les sites de stockage avec datation du genre archive. Il y a aussi un autre moyen qui est en fait une demande de brevet déposée avant, donc avant le brevet duquel je veux l'exemption, mais que j'ai retiré avant publication pour des raisons X ou Y, un mauvais rapport de recherche ou je ne veux pas divulguer ce que j'ai décrit dans la demande de brevet. Par contre, cette demande de brevet en elle-même, si j'ai commandé, j'aurais dû commander alors avant une copie exacte, ce document pourrait me servir de preuve de l'usage antérieur de ce que j'avais mis dans la demande de brevet et que j'avais peut-être exploité entre-temps. Il y a également, depuis relativement récemment, la demande de brevet provisoire FR, qui ne dure qu'un an, par contre, qui est également un document officiel avec une date certaine et un contenu certain. Il y a naturellement un intérêt à avoir des éléments de preuve successifs dans le temps pour suivre l'évolution de l'usage antérieur, dater les perfectionnements successifs et surtout être à jour à la date de dépôt du brevet, pour ne pas avoir de décalage entre, par exemple, un usage antérieur que je pourrais prouver, mais qui serait sur une vieille version d'une invention, alors qu'entre-temps, mon invention aura évolué et qu'au jour du dépôt, je n'aurai pas de preuve de cette évolution. Donc, il y a tout un intérêt à sécuriser ces preuves dans le temps à plusieurs reprises. Naturellement, cela demande un effort. Par contre, cet effort, il faut le mettre en relation aussi avec les investissements réalisés. Il faut naturellement des éléments de preuve certains. Et les points à vérifier sont la date, l'objet et les circonstances. En effet, le brevet est un document officiel avec une date et un contenu certain. Donc, il faut mettre dans la balance des éléments de preuve de l'usage antérieur qui ont le même degré de certitude pour pouvoir fonder valablement le droit à l'exception. À noter quand même que la preuve certaine peut également résulter d'un faisceau d'éléments concordants qui, pris individuellement, pourraient être discutables, mais qui, conjointement, forment une preuve certaine, parce que complémentaire, parce que cohérent, parce que coïncident. Voilà. Un autre problème réside en fait dans le degré de similarité élevé qui est nécessaire entre l'objet d'usage antérieur et l'invention brevetée. En effet, si mon usage antérieur, je ne peux en prouvant mon usage antérieur, je ne prouve qu'une partie de mon exploitation, et donc une partie, par exemple, de la revendication principale du brevet que je veux quelque part contourner, je ne pourrai pas, il ne s'appliquera pas ce droit de possession personnelle antérieure, puisque je serai contrefacteur, puisque ne pouvant prouver une utilisation antérieure cohérente et, je dirais, identique à mon exploitation ultérieure.
De même, lors de l'invocation de ce droit de possession personnelle antérieure, dans un contexte de contrefaçon, il est aussi possible que je sois amené à divulguer en fait des informations secrètes ou sensibles que je n'aurais pas voulu communiquer peut-être à la partie adverse. Un autre point faible, entre guillemets, de ce droit, c'est sa transmissibilité restreinte, d'où, je dirais, le conseil de multiplier les personnes et les entités qui sont informées ou qui possèdent cette possession personnelle antérieure pour, en fait, diffuser au maximum et que chacune d'elles puisse invoquer ce droit. Se pose aussi la question sur la limite territoriale de l'application de ce droit de possession personnelle antérieure, notamment en relation avec la libre circulation des biens dans l'UE, et aussi en regard de la territorialité des brevets. Ensuite, une dernière question sur l'importance et l'impact de ce droit. En fait, il est très difficile à mesurer, puisqu'il est par principe lié au secret et très peu évoqué dans les jurisprudences. Voilà, j'en ai terminé. Merci Jean-Jacques. Est-ce qu'on a déjà des questions dans le chat ou non, pas dans la salle sur ce sujet-là particulier? Non? Très bien. Donc, nous allons passer donc au sujet suivant qui est le délai de grâce. Le délai de grâce sera donc évoqué par Christophe Guiel, à qui je donne la parole tout de suite. Voilà, le délai de grâce, on peut aller avant le programme, donc encore un peu loin. Voilà. Le programme de mon intervention, c'est d'abord la définition du délai de grâce, ensuite ses avantages et les inconvénients, les formes connues, les variations, les variantes. Et puis, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne en Allemagne, où existe déjà un délai de grâce dans le modèle d'utilité allemand. Et puis, une petite discussion des différents points. Donc, nous avons l'article 54 de la CBE qui est clair et qui dit « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Et l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » Donc, il y a le problème de l'autocollision, c'est-à-dire la divulgation par le titulaire du brevet qui n'a pas qui est sanctionné comme toute autre divulgation préalable, et l'exigence d'une nouveauté absolue, donc sans exception pour divulgation faite par l'inventeur même. Et le délai de grâce, il se définit de la même manière suivante. C'est une période de temps avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une demande pendant laquelle l'inventeur peut divulguer son invention sans atteinte à la nouveauté de la demande. Donc, c'est exactement... c'est une exception, en fait, en faveur de l'inventeur ou du déposant de cette nouveauté absolue, de cette exigence de nouveauté absolue. On part du principe de l'article 54 CBE et on dit, bon, en faveur du demandeur, il y a une exception de ce principe. Voilà un petit exemple. Donc, le 17 mai 2022, l'invention a été divulguée par A. Le 17 novembre, aujourd'hui, il dépose une demande de brevet. Donc, si j'ai un délai de grâce de 6 mois,
c'est bon. Si j'en ai pas, c'est pas bon. Si j'ai un délai de grâce de 6 mois, la divulgation ne fait pas partie de l'état de la technique à prendre en considération pour la demande de brevet. Donc, tout simple. Donc, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Les avantages, c'est clairement, c'est un filet de sécurité pour les déposants, mais c'est que la dernière parachute qu'on peut utiliser. Il vaut mieux ne pas divulguer, ça c'est clair, mais ça arrive tout de même. Notamment, nous, on a souvent des clients qui reviennent d'un salon tout fiers et qui disent, voilà, on a tel et tel produit qui marche bien, c'était super intéressant, mais effectivement, on aimerait bien le déposer maintenant. Du coup, dans ce cas-là, il faut voir s'il y a dans ce pays-là un délai de grâce qui permet de sauver les meubles. Deuxième avantage, c'est la publication rapide de résultats de recherche. On sait tout que les universités ont besoin de publier, ils ont besoin de publier le plus rapidement possible, publish or perish, il faut être le premier à publier. Donc, la demande de brevet, ça retient souvent la publication. Donc, souvent, on a le problème des universitaires qui sont sur le point de publier quand ils constatent qu'ils pourraient encore breveter, mais il faut faire vite. Donc, ce problème-là pourrait un peu améliorer par un délai de grâce qui permettrait d'aller à la conférence et de déposer le lendemain. Par ailleurs, on a souvent le problème de la réalisation de prototypes, de la mise en œuvre simplement de l'invention qui exige qu'on discute avec d'autres personnes sur l'invention. Bon, il y a certainement le CDA, mais on sait tous que c'est aussi bien que si c'est respecté. Si ce n'est pas respecté, ça pose problème. Donc, un délai de grâce, ça peut permettre de mettre en pratique, de tester, d'améliorer l'invention sans être sanctionné par l'article 54 de la CBE et son équivalent en droit national. Et puis, pareil, il faut trouver des finances pour le brevet, il faut en parler aussi, donc ça permet de rechercher des fonds pour le dépôt de brevet. Donc, ça, c'est que des points qui favorisent le demandeur. Mais d'autre part, pourquoi pas, le système de brevet est là pour protéger le demandeur, l'inventeur et pas ceux qui limitent. Donc, en principe, c'est tout à fait acceptable. Quels sont les inconvénients? Ça augmente certainement la complexité du système des brevets et du coup aussi les coûts. Je pense les coûts, pas tellement, parce que le coût d'un délai de grâce reste limité, mais ça demande quelques étapes administratives supplémentaires. Tout ça, ça a un coût. La complexité, on verra qu'effectivement, il y aura un facteur de plus dont il faudra tenir compte au niveau des brevets. Notamment, le point suivant, la durée d'incertitude pour les tiers, c'est-à-dire les 18 mois qu'on connaît entre la date de dépôt et la date de divulgation. Si j'ajoute 6 mois, voire 12 mois de délai de nouveauté, donc il y a un délai d'incertitude qui est prolongé et ça peut poser problème pour justement les tiers. On passe de 18 à 24 à 30 mois. Et puis, il y a le grand problème, ce qu'on a vu précédemment, des divulgations par des tiers de solutions similaires, des alternatives ou d'amélioration entre en fait la première divulgation et le dépôt de la demande de brevet. Donc, ces divulgations-là, il faut les traiter, il faut voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on accorde en fait une possession personnelle antérieure? C'est un peu un conflit entre le délai de grâce et cette possession personnelle antérieure.
Les formes connues du délai de grâce, donc il y a déjà, on a vu le délai, donc il existe des délais de grâce de 6 mois, il existe aussi des délais de grâce de 12 mois, les deux sont envisageables, pourquoi pas. Pareil, il y a les systèmes diffèrent un peu sur le point de repère. Est-ce qu'on prend la date de dépôt ou la date de priorité? Moi, j'opterais clairement pour la date de priorité, s'il y en a une. Parce que sinon, ça devient ingérable. Est-ce qu'on fait une déclaration obligatoire lors du dépôt de la demande ou non? Donc, il y a des systèmes qui imposent ça, qui disent, voilà, il faut, lors du dépôt de la demande de brevet, déclarer qu'on a divulgué précédemment, avec la date et le contexte, etc. Il y a d'autres systèmes qui ne prévoient pas du tout ça. Donc, les deux options existent pour trancher entre les deux. On verra ça un peu dans la discussion. Après, il y a le problème du traitement des droits intermédiaires d'utilisateurs de bonne foi. Donc, ceux qui ne se sont pas inspirés de l'invention et ceux qui se sont inspirés, donc qu'est-ce qu'on fait d'eux, comment on traite ça? Notamment pour ces trois intermédiaires, je prends l'exemple du droit américain. Donc, un cas d'exemple, A divulgue son invention le 16 mars 2021. B divulgue indépendamment la même invention le 17 mars 2021, un jour plus tard. Le 16 mars 2022, A dépose un brevet US concernant cette invention. Aux États-Unis, nous avons un délai de grâce de 12 mois, donc en principe, A peut effectivement déposer un brevet et le brevet sera valable. Et ce qui est étonnant, c'est le fait que la divulgation de B ne fait pas partie de l'état de la technique, et sans la divulgation de A, la divulgation de B ferait partie de l'état de la technique. Donc là, c'est un système de période de grâce étendue, protégeant au maximum le déposant. C'est à voir si on veut un système comme ça. Ça peut être assez sévère pour les tiers. Donc il faut, on est en justice, il y a la balance, il faut toujours balancer entre les droits du titulaire et les droits des tiers. Donc, c'est un système qui est extrêmement en faveur du demandeur de brevet. Maintenant, je vais passer à l'exemple allemand. C'est le modèle d'utilité allemand qui connaît depuis longtemps un délai de grâce de 6 mois. Les 6 mois peuvent être avant la date de dépôt ou avant la date de priorité, s'il y en a une. Et ça couvre une divulgation faite par le demandeur ou son prédécesseur en droit. Pas son successeur, mais son prédécesseur en droit. Donc, première divulgation, 6 mois, et ensuite le dépôt. Et tout ça sans déclaration, donc il n'y a pas obligation de faire une déclaration. Et c'est justement un système qui est souvent utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les gens qui reviennent du salon, qui viennent d'exposer leur invention, qui constatent qu'elles trouvent beaucoup d'intérêt et qui veulent encore se protéger. Un peu comme aux États-Unis, mais peut-être pas aussi tant en faveur du déposant. Donc, en général, le dépôt est fait assez rapidement après la divulgation. Et ça, c'est important. En général, on n'utilise pas les 6 mois. On fait un dépôt juste après le salon pour sauver les meubles. Et oui, peut-être dans le mois qui suit le salon au maximum. Justement pour éviter la naissance de droits intermédiaires de tiers de bonne foi et de gens qui se sont inspirés peut-être de ce qu'on a montré au salon. Aujourd'hui, ça passe très vite. Avec Internet, les inventions sont très, très vite connues. Donc, il faut vraiment procéder à ce dépôt assez rapidement. Ce qui est étonnant,
peut-être pour certains, ça marche aussi pour des modèles d'utilité bifurqués d'une demande de brevet. En fait, le droit allemand, il prévoit qu'une demande de brevet EP ou une demande internationale, VO, elle porte en elle, sans qu'on le sache directement, un modèle d'utilité allemand. Tant qu'elle vise l'Allemagne, on peut bifurquer de ce brevet, cette demande de brevet EP ou VO, on peut en sortir un modèle d'utilité allemand et profiter du délai de grâce, ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. J'ai donc une divulgation, première divulgation de l'invention par A, le 17 mai 2021. A dépose une demande de brevet EP le 17 novembre 2021. Cette demande de brevet est antériorisée par la divulgation d'A, c'est clair. Mais il bifurque ensuite, un an plus tard, au Jatui, et on peut le faire jusque 2 mois après la mort du titre EP, c'est-à-dire son expiration, pas quelque fois que ça soit. On peut bifurquer un modèle d'utilité en revendiquant en fait la date de dépôt et, le cas échéant, la date de priorité, elle est revendiquée automatiquement. Et du coup, le modèle d'utilité, il a la date de dépôt du 17 novembre 2021 et il profite du délai de grâce de 6 mois et n'est pas antériorisé en fait par l'autodivulgation. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le parachute par excellence. Ce système-là, il fonctionne bien. Il y a relativement peu de litiges sur le délai de grâce en droit allemand. En général, les concurrents savent que X a exposé à tel et tel salon, donc on ne discute pas, ou le cas échéant, si ça se fait en fait par une mise en demeure, une réponse à une mise en demeure en disant écoutez, on est dans le délai de grâce, on a le droit. Donc ça marche plutôt bien. Ça permet de sauver une demande malgré une divulgation antérieure. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les droits du demandeur et le droit des tiers. Il y avait d'ailleurs un système similaire qui existait pour les brevets en Allemagne jusqu'en 1980, mais ça c'est une autre histoire, il a disparu en fait à cause du brevet européen. La déclaration obligatoire me paraît tout à fait discutable parce qu'on ne sait pas si quelle divulgation il faut déclarer souvent. Si je fais des préparatifs, si je discute avec des fournisseurs, etc., est-ce que c'est une divulgation ou non? On sait tous qu'on peut en discuter. On sait que c'est pas forcément, ça pourrait tomber sur un CDA, mais peut-être ça n'a pas été respecté. Il y a des tas de points difficiles. C'est extrêmement compliqué de faire une déclaration complète des divulgations antérieures. Donc, moi, ça me paraît compliqué. Et après, le délai d'incertitude qui peut monter jusqu'à 30 mois, on pourrait en fait le raccourcir en raccourcissant le délai de publication de la demande de 18 à 14 mois. En fait, c'est une proposition qui ne vient pas de moi, mais de Heinz Badil, qui était un célèbre frère allemand et qui s'est battu pendant toute sa carrière pour que le délai de grâce revienne en droit allemand et européen. Et en fait, il a dit, oui, en fait, si je divulgue mon invention, je peux aussi vivre avec un délai de publication plus court de 14 mois, ce qui fait, par exemple, avec un délai de grâce, 20 mois au lieu des 18, c'est tout à fait acceptable. Voilà, je vais terminer avec un mot à l'adresse de tout inventeur. Osez, le progrès est à ce prix et merci pour votre attention.
Merci Christophe. Alors, je propose d'enchaîner tout de suite sur un retour d'expérience côté Kuhn avec Esther. Alors, bonsoir à tous. Alors, voilà. Voilà. Donc, je propose d'illustrer le propos de Christophe Viel d'une certaine manière avec comment on a fait chez Kuhn ou ce genre de choses. Avant d'entrer dans le vif du sujet, en fait, du délai de grâce, en fait, je vous fais quelques mots sur qui est Kuhn et c'est quoi l'agriculture. Hein, comme ça vous fait un peu respirer, sujet très important. Donc, l'agriculture, enfin, c'est quoi, hein? C'est fournir des produits essentiels à la vie. Hein? Et voilà. Kuhn, on est basé à Saverne, dans le Bas-Rhin. Philippe l'a dit tout à l'heure, on est spécialisé dans la conception et la fabrication de machines agricoles, matériel agricole. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a des machines? C'est pour simplifier la vie de celui qui travaille la terre et qui élève des animaux. Pour les jardins, on ne fait plus trop. Hein. À un moment, on avait un petit produit, une gamme de produits, mais là, trop petit. Ouais, il y a moins de jardiniers, quoi. Là, vous voyez quelques machines de notre portefeuille. En fait, je vous parle de tout ça, hein, c'est pour un peu expliquer comment ça s'est passé, pourquoi on a eu du délai de grâce, enfin, comment on a fait chez Kuhn pour le délai de grâce et tout ça. Donc, j'ai essayé un peu de broder autour. Hein. Donc, une machine, elles sont souvent attelées à l'arrière du tracteur et depuis un certain nombre d'années, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs défis. On doit produire de plus en plus de denrées alimentaires parce que la population mondiale, elle, grandit. On a aussi besoin de plus de nourriture. Pourquoi? Parce qu'on utilise aussi une partie des produits agricoles de récolte pour la bioénergie. Donc, on a moins d'énergie fossile, voilà. Et puis après, il faut s'adapter aux conditions climatiques et protéger l'environnement. Voilà. Donc, pour tout ça, je n'ai pas besoin de délai de grâce. Voilà, vous avez bien vu les machines. Hein. Si vous voulez plus de détails, vous viendrez me voir après. Hein. Le besoin de se nourrir, il est universel. Je pense que là, vous n'allez pas me contredire. Et les machines, elles sont présentes et sont utilisées partout sur les continents. Par contre, les enjeux et les besoins sont différents entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord de notre planète. Donc, Kuhn, pour tout ça, on doit être proche de nos clients et donc on est présent partout. Enfin, quand je dis partout, hein, là, j'ai mis 110 pays. Nos machines sont vendues dans 110 pays. Et donc, c'est ce qui nous permet d'être plus proche du client. On est présent avec une usine qui fabrique des machines sur 3 continents. Et en fait, on n'est pas, Kuhn a grandi comme beaucoup d'autres entreprises ou groupes hein, au fur et à mesure d'acquisition. Bien sûr, Kuhn, siège social, c'est à Saverne. Pour ceux qui aiment l'histoire, c'est 1828. Et donc, on a grandi au fur et à mesure en rachetant des sociétés en France. La première, par exemple, 1987. Après, on est parti, on a acheté aux États-Unis, 2002 par exemple, Brésil après, Pays-Bas aussi. Voilà, c'est là où on a nos usines de production et donc est lié à un bureau d'études. Et donc, bureau d'études dit invention et dit brevet et dit délai de grâce.
Voilà, on arrive au sujet. L'API, les brevets, donc c'est fait partie de la stratégie du groupe. Et par exemple, la propriété industrielle, elle est gérée de manière centrale à Saverne. Et donc, lorsque c'est possible, hein, on va protéger nos inventions par des brevets. Les brevets vont être déposés dans le pays d'origine de l'invention. Et quand c'est nécessaire, dans l'année de priorité, donc les 12 mois, on va protéger dans les pays stratégiques, par exemple, là où on fabrique, là où sont nos concurrents, là où il y a le marché. Voilà. Jusqu'ici, c'est bon. Hein. La stratégie, elle a évolué au fur et à mesure du développement du groupe. Je vous ai dit avant, le groupe a grandi à l'international. Au début, on était, entre guillemets, jusqu'en 2002, on était tous français. Chez Kuhn. Hein. Donc, on n'avait que des inventions d'origine France. Pour étendre à l'étranger, ça allait très bien, puisqu'il n'y avait pas de délai de grâce. À partir du moment où on est allé à l'international, par exemple, lorsqu'on a acheté une société américaine en 2002, ben, il a fallu adapter la stratégie parce que, pourquoi ? Souvent, ces sociétés aux États-Unis, par exemple, ils avaient un business plutôt national, ils ne sortaient pas trop de chez eux. Et donc, ils déposaient, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, souvent lorsque la demande était déjà divulguée. Donc, ils montraient la machine, tout était beau, pas rouge, mais beau. Et donc, ils faisaient, bien sûr, le dépôt plus tard. En fonction, enfin, j'ai aussi rencontré, en fonction du succès de l'innovation, un salon ou je ne sais quoi, la société donc, pouvait déposer presque, on va dire, jusqu'à 10 mois plus tard, hein, le brevet, 10, 12 mois. Par contre, ce dépôt-là, sous le délai de grâce américain, ça rendait automatiquement la demande de brevet européen non nouvelle et pas brevetable. Là, on est tous d'accord, hein, c'est l'article 54 qu'on a vu tout à l'heure. Là, on avait un problème parce que l'Europe, c'était un marché important pour le groupe, pour Kuhn. Nos concurrents sont allemands, italiens, autrichiens, voilà. Et donc, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce continent parce que c'était pas bien. Donc, la solution, ben, c'était, pour se laisser toutes les portes ouvertes, c'était de mettre en place une convention interne, je l'ai appelée comme ça, hein, qui contraignait les entités, enfin, la première entité finalement américaine, à ne pas déposer avant la divulgation. Alors, vous imposez pas quelque chose comme ça du jour au lendemain à des gens qui ont l'habitude depuis des décennies de montrer, divulguer, déposer après. Donc, ça a été, je me rappelle, assez difficile à mettre en place parce que il faut leur expliquer, il faut changer les habitudes. Les personnes changent. Bon, je veux dire, ça a mis un certain temps, mais aujourd'hui, ça fonctionne en fait. On leur demande de déposer, puis après de publier. Et après, à chaque fois qu'on a re-acheté une société, il fallait re-éduquer souvent la direction, le responsable à R&D, parce qu'en fait, ils avaient un autre automatisme. Au Brésil, c'était un peu pareil. L'expérience que moi j'avais, voilà. J'ai pas plus à dire sur le sujet. Je peux juste rebondir peut-être sur ce qu'avait dit Monsieur Kress par rapport au droit de possession personnelle antérieur et l'usage antérieur. C'est que ça fait un certain temps que je travaille dans l'API, je m'en suis jamais servi officiellement devant le tribunal. Parce qu'il y a toujours un problème de preuve où ce n'est pas tout à fait le même objet.
les circonstances, on les connaît, mais on ne sait pas les prouver. Et puis, de toute façon, enfin, le sujet dont vous avez besoin, vous n'avez jamais tous les éléments. Parce que lorsque vous faites ce droit, enfin, lorsque vous avez besoin de ce droit de possession personnelle antérieur, à la base, vous ne saviez pas que vous alliez vous en servir. Et puis, même si on peut mettre des barrières ou des protections, moi, ça n'a jamais trop fonctionné. Hein. Enfin, voilà, c'était juste un petit retour pour rebondir sur la première partie. Voilà. Merci Esther. Est-ce qu'on a des... Non, il n'y a toujours pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions. Par contre, on en a dans la salle. Alors, je donne la parole. Ah oui, un micro va arriver de manière à ce qu'on puisse entendre. Moi, je suis confronté à Catanus, d'entreprise, je suis confronté au même problème que vous. Je comprends parfaitement ce que vous venez de dire, mais par rapport à ce que vous venez d'exprimer lorsque vous rédigez dépôt de la première demande de brevet en toute divulgation pour bien comprendre. Vous faites donc, je pense, une demande PCT en bonne et due forme. Vous ne faites pas une première demande qui est provisionale aux États-Unis. Si. Aux États-Unis, ils font une provisionale, mais qu'on utilise comme la demande de priorité. Et comment vous gérez? Parce que les provisionales, en fait, c'est un peu un cadeau empoisonné. Moi, je m'en fiche comme de la peste. Parce que c'est souvent des papiers rédigés vite fait, une simple description, un simple mémoire d'inventeur, vous déposez ça, et lorsque vous allez arriver dans d'autres pays, revendiquer effectivement la priorité, juridiquement, vous pouvez le faire, mais quand vous allez être à l'OEB, qui vont vous demander le document de priorité, qui vont voir, bon, il y a un mémoire, là, ça fait 2 pages, j'ai la demande complète en bonne et due forme à l'OEB qui fait 30 pages, ils vont voir qu'il y a des matériaux nouveaux qui ont été ajoutés, ils vont vous rejeter la priorité. Comment vous gérez ça? Alors, je vais dire que j'ai de la chance parce qu'en agricole, malheureusement, les machines américaines ne marchent pas souvent ou on les vend pas en Europe. Alors, ça veut dire que, par exemple, la technologie dont on a besoin en Europe n'est pas... Vous n'avez pas comme une voiture, vous lui changez les pneus et puis vous pouvez peut-être faire un 4x4 qui va aller sur les routes en Australie ou je ne sais où, au Japon et partout. Par contre, la machine agricole, elle n'est pas universelle. Donc, lorsque les entités américaines vont faire un dépôt ou une provisionnale, souvent, c'est quand même lié à leur marché et après, on va peut-être faire des extensions en Russie, Ukraine, Australie, où ils sont moins regardants. Je sais pas. Hein. Et sinon, ils font déjà des provisionnels bien goupillés, sans des mémoires descriptives, parce qu'on a déjà eu tellement de soucis que voilà, il faut que ce soit bien écrit dès le départ. Mais je comprends effectivement, si vous avez un petit schéma, en Europe, ça ne passera pas, quoi. Moi, je recommande. Oui, pardon, vas-y. Pour compléter, je recommanderais en tout cas, au minimum, d'adjoindre au descriptif une petite série de revendications. Au minimum. Bon, après, le descriptif, il est ce qu'il est, c'est-à-dire il est explicite, pas explicite. Il y a suffisamment d'informations ou pas assez, mais au minimum, tirer de ce descriptif des revendications et les mettre à côté. Comme ça, l'objet sur lequel on recherche la protection est bien identifié. Alors, il y avait 2 autres questions en haut de la salle. Merci. Oui, c'est à propos du délai de grâce et le cumul avec la priorité, parce que donc j'avais eu comme professeur M. Philippe, je l'avais suivi dans son cabinet. Lui avait vraiment la position qu'on ne pouvait pas cumuler délai de grâce et délai de priorité. Donc ça, il le disait dans son cours de droit des brevets américains, il avait un doctorat allemand. Donc je pense que son esprit portait plutôt sur le modèle d'utilité allemand qui a effectivement, comme tous les modèles allemands d'ailleurs, un délai de grâce de 6 mois. Mais il avait demandé au conseil américain avec lequel on travaillait, est-ce qu'on peut cumuler? Le conseil avait dit oui.
Et alors là, il avait fait une circulaire, on ne peut absolument pas additionner les deux délais. Donc, je vais vous poser la question, sur quelle base vous dites qu'on peut additionner délai de grâce et délai de priorité? En droit allemand, on peut le faire, c'est dans la loi. J'ai le texte ici. Ok, alors pendant que Christophe cherche le texte, je vais peut-être passer la parole à Jonathan. Tu es là, Jonathan? Suspense. Oui, je suis là. Formidable, formidable. Alors, vous avez vu qu'en fait, on avait 3 sujets. Il y en a un qui n'a pas été traité, donc Jonathan va peut-être probablement, je pense, brièvement nous en parler. C'est les demandes interférentes. Personne n'a osé prendre ce sujet à bras-le-corps. Et puis, alors, il se trouve également que l'enquête, en fait, l'appel à opinion qu'avait lancé l'INPI, voilà, on voit Jonathan, qui avait lancé l'INPI donc le début de l'année en conjonction avec l'Office européen des brevets, le résultat a été publié en septembre. Et donc, on est tous là pendus à tes lèvres, Jonathan, pour savoir qu'est-ce qui est sorti finalement des professionnels qui ont été interrogés. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont répondu? Et puis surtout, qu'est-ce qui a été sorti donc de cette enquête? Voilà, je te passe la parole. Alors, tu as des slides, je crois, non? Oui. J'ai des slides. Alors, attendez. Ok. Voilà. C'est marqué la minute avant son réunion. Oui. C'est pour susciter une émulation positive au sein de l'Assemblée. Vous voyez ma présentation? Non, je ne sais pas. Nous allons avoir la réponse dans 5 minutes. Vous voyez pas ma présentation là? Oui, on voit le. Oui, ça me paraît bon. Oui, vous voyez harmonisation du droit des brevets, groupe B+. Oui, c'est bon. Ok. Voilà, tu as la parole. Ok, merci. Je suis ravi de vous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau du groupe B+, et du processus d'harmonisation du droit des brevets. Alors, le sommaire de ma présentation, tout d'abord, je vais vous présenter le contexte du groupe B+, ensuite le détail des propositions qui ont été émises par différents regroupements d'utilisateurs, enfin le résultat des consultations. Alors, pour les demandes interférentes, ça fera partie du point 2 sur le détail des propositions. Alors, le contexte du groupe B+, eh bien, son ancêtre est né en juillet 2011, avec la création d'un groupe qu'on appelait le groupe de Tegernsee, qui regroupait à l'époque l'OEB, l'USPTO, l'Office japonais, l'Office allemand, l'Office du Royaume-Uni, l'Office français et l'Office du Danemark. Donc, ce groupe de Tegernsee s'est réuni à l'initiative de l'OEB et a identifié des sujets d'harmonisation potentiels. À l'époque, c'était le premier inventeur, premier déposant, qui a depuis donc été implémenté aux États-Unis. Il y avait déjà le délai de grâce, les droits d'usage antérieurs, la portée de l'état de la technique, la définition de la nouveauté et de la non-évidence, ou de l'activité inventive, et la publication à 18 mois. Ensuite, en 2012, eh bien, on a ciblé sur 4 sujets plus particuliers: le délai de grâce, le droit d'usage antérieur, le traitement des demandes interférentes et la publication à 18 mois.
En 2014, eh bien, il y a eu la création du groupe B+, qui était une émanation du groupe B de l'OMPI, parce qu'il y avait déjà des discussions qui se tenaient en parallèle à l'OMPI sur l'harmonisation du droit des brevets. Et donc, comme les discussions n'avançaient pas au sein du comité permanent du droit des brevets de l'OMPI, qui était l'enceinte dans laquelle on discutait d'harmonisation, eh bien, certains pays du groupe B, qui étaient déjà dans le groupe de Tegernsee, se sont dit on va se mettre ensemble pour discuter un petit peu de notre côté, essayer de faire avancer les choses entre nous. Donc, la composition de ce groupe B+, ça regroupe les États membres du groupe B de l'OMPI, donc en gros l'Union européenne, les pays membres de l'Organisation européenne des brevets, l'OEB lui-même et la Corée du Sud. Et comme observateur, on a l'OMPI et Singapour. Donc ce groupe B+, a laissé la main aux utilisateurs, notamment un groupe qui s'appelle IT-Free, que je détaillerai tout à l'heure, pour faire des propositions sur les différents sujets d'harmonisation. Et il y a eu des réunions chaque année. Tout ça nous a emmenés jusqu'en 2021 avec l'élection de Pascal Faure, donc le directeur général de l'INPI, en tant que président de ce groupe B+. Les 5 thèmes d'harmonisation du groupe B+, donc ce sont toujours les mêmes, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la publication des demandes à 18 mois, la définition de l'état de la technique, la période de grâce, le droit d'usage antérieur et demandes interférentes. Donc les sujets qui sont conflictuels, ce sont plutôt les 3 derniers, parce que sur les 2 premiers, il y a déjà plutôt harmonisé au niveau mondial, à l'exception des États-Unis, pour la publication des demandes, par exemple, à 18 mois. Donc on s'est concentré sur les 3 sujets du bas. Sur ces 5 sujets dont je viens de parler, et plus particulièrement sur les 3 derniers, on a eu 3 paquets de propositions. L'Elements Paper de l'industrie trilatérale, qu'on appelle IT-Free dans notre jargon, qui regroupe Business Europe, JIPA, donc ce sont les conseils japonais en brevet, IPO et IPLA, qui sont des associations d'utilisateurs américains, de conseils américains. Cet Elements Paper, c'est un package qui était encore incomplet, parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur tous les points. Il a été publié en 2020. Enfin, il a été plutôt pas publié, mais publié aux délégations du groupe B+, en 2020. Et ensuite, publication autorisée, publication pour le grand public en 2021, à des fins de consultation. Et donc, il y a un travail qui est toujours en cours au sein de l'IT-Free pour la finalisation de ce package. Antérieurement, on avait eu le Position Paper de la FICPI, la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle, qui a été publié en 2018. Et encore antérieurement, les résolutions de l'AIPPI, l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, qui ont été publiées en 2013, 2014 et 2018. Alors, la différence pour ces résolutions, c'est que elles ne forment pas un package, ce sont plutôt des résolutions qui ont été sorties par l'AIPPI sur les différents sujets et qu'on a regroupées a posteriori sous forme de package. Maintenant, je vais vous détailler les propositions sur chaque thème. D'abord, sur la période de grâce. Alors, comme M. Viel l'a dit tout à l'heure, il y a des pays où c'est 6 mois, d'autres où c'est 12 mois, mais on a quand même plutôt une harmonisation vers les 12 mois. Donc, au Japon et en Corée, c'est 12 mois avec une déclaration, un système de déclaration des divulgations préalables, pré-dépôt. Aux États-Unis et au Canada et aux États-Unis, c'est 12 mois sans déclaration. Et en Europe, ce n'est pas vraiment un délai de grâce, mais c'est le délai de grâce pour les expositions, pour les inventions divulguées dans les expositions officielles. Les propositions de l'IT-Free sur la période de grâce, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la durée 6 ou 12 mois. Donc là, c'est laissé ouvert. Le délai court à compter de la date de priorité. Le délai de grâce serait valable pour tout type de déclaration, par, pour ou dérivé de l'inventeur ou de son ayant droit. Les divulgations de tiers ne sont pas graciées. Au niveau de la preuve, donc là, c'est une divulgation qui serait réalisée par un tiers. C'est le cas d'une redivulgation par un tiers.
Alors, elle serait présumée graciée si le contenu est identique ou peu différent par rapport à la toute première déclaration, celle qui a été faite par le titulaire du brevet. Sinon, elle est présumée appartenant à l'état de la technique. Dans ces propositions IT Free, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a une déclaration qui est exigée dans un délai de 16 mois à compter de la divulgation. On a aussi une publication accélérée qui serait à 18 mois à compter de la première divulgation. Donc ça, c'est la publication accélérée, ça a été aussi évoqué par Monsieur Viel. Enfin, IT Free a inventé un nouveau concept qui serait la défense de l'utilisateur intermédiaire. C'est assez compliqué, donc je ne vais pas le détailler non plus complètement. Ce serait un peu comme un droit d'usage antérieur, mais qui naîtrait postérieurement au dépôt du brevet. Essentiellement dans le cas où la déclaration serait déposée tardivement par le déposant du brevet. Donc, si le déposant du brevet déclare tardivement sa divulgation pré-dépôt, eh bien, il y aurait un droit qui naîtrait pour l'utilisateur intermédiaire qui utiliserait l'invention de bonne foi. À présent, on passe aux propositions FICPI sur la période de grâce. Bon, là, ils se sont mis d'accord, c'est 12 mois pour la durée. Par contre, ils ne sont pas d'accord sur la date à compter de laquelle le délai court, donc date de priorité ou date de dépôt. Ensuite, ce serait valable pour tout type de déclaration, par ou dérivé de l'inventeur. Les divulgations de tiers ne seraient pas graciées, donc elles font partie de l'état de la technique. Là, on parle d'un tiers qui inventerait la même invention, mais sans lien avec l'invention qui a été divulguée. Et la charge de la preuve irait au bénéficiaire du délai de grâce. Là, ce qui est important, parce que ce sont des différences par rapport aux propositions IT Free, la déclaration ne serait pas exigée, mais FICPI proposait une déclaration volontaire possible. Il n'y aurait pas de publication accélérée de la demande, mais proposition d'une publication minimale, c'est-à-dire avec des données bibliographiques et la déclaration, à 6 mois à compter du dépôt, je crois. Enfin, le délai de grâce pourrait être sollicité à tout moment de la vie du brevet. Enfin, les propositions de l'AIPPI sur la période de grâce qui sont très similaires à celles de FICPI, donc je ne vais pas tout détailler. La seule différence, c'est que pour eux, le délai court à compter de la date de priorité. Donc, il n'y a pas ce flou qui était laissé par les propositions FICPI. Et sinon, pour le reste, pas de déclaration et pas de publication accélérée. À présent, je vais passer au droit d'usage antérieur. Donc là, c'était un slide sur la possession personnelle en France, mais tout ça a été très bien détaillé par Monsieur Kress, donc je ne vais pas y revenir. Je vais passer directement aux propositions d'IT Free sur les droits d'usage antérieur. Et en fait, là, sur ce premier slide, vous avez ce qui est commun aux trois packages. Donc, exigence d'un usage commercial ou de préparatifs sérieux et effectifs. Les actes doivent être réalisés avant la date de dépôt de priorité d'un brevet. Pas de droit d'usage antérieur qui naît si obtention illégale des informations. Exigence de bonne foi. La charge de la preuve est à celui qui invoque le droit. L'exploitation reste à titre personnel, donc on ne peut pas concéder de licence sur ce droit d'usage antérieur. La transmission se fait avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise qui est cédée. Limitation au territoire sur lequel le droit d'usage antérieur est invoqué. Et des modifications mineures sont possibles de l'invention utilisée, tant que ces modifications étaient prévues dans les actes qui donnaient naissance au droit d'usage antérieur. Donc sur ces points, on a convergence des trois packages, qui sont globalement plus ou moins harmonisés partout, sauf aux États-Unis. En revanche, là où les problèmes commencent, c'est pour une invention dérivée. Donc, dans ce cas, on n'a pas de droit d'usage antérieur qui naît pour une invention dérivée d'une divulgation préalable, sauf si les activités ont été réalisées 18 mois avant les 18 mois précédant la publication, et ou si la déclaration
contenant la liste des divulgations GRACI a été transmise tardivement. Donc ça, c'est dans le package IT-Free, c'est la proposition d'IT-Free. Si la déclaration est transmise au dépôt du brevet, alors pas de droit d'usage antérieur possible ou relatif à cette invention dérivée. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mécanisme incitatif qui a été imaginé par IT-Free pour déposer la déclaration rapidement. Donc, le plus rapidement possible après la divulgation. Là, c'était un schéma qui illustre un petit peu ce concept. Donc, le schéma est, en gros, pour le scénario B, si la déclaration, c'est statement STT, est déposée en même temps que le dépôt du brevet, alors il n'y a pas de droit d'usage antérieur dérivé qui naît. Par contre, si on attend pour déposer le statement, alors le droit d'usage antérieur peut naître, c'est dans le scénario A, on peut voir plus haut. Les propositions FICPI à IPPI se ressemblent beaucoup, sont même quasiment les mêmes sur ce point, sur le cas de l'invention dérivée. Donc là, pour FICPI à IPPI, il y a un droit d'usage antérieur qui est possible pour une invention dérivée d'une divulgation préalable. C'est un concept qui existe en droit australien, tant que cet usage est réalisé de bonne foi et sans briser un accord de confidentialité. Donc là, c'est un mécanisme incitatif pour déposer la demande de brevet plutôt que divulguer l'invention. C'est une composante de ce qu'on appelle le safety net en Europe. Alors pour parler des autres droits aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée, il n'y a pas dans ces 4 pays, il n'y a pas de droit d'usage antérieur pour une invention dérivée. On arrive au traitement des demandes interférentes. Qu'est-ce qu'une demande interférente? C'est une demande qui a été déposée avant et publiée après. Donc là, j'ai remis l'article L611 alinéa 3. Je pense que tout le monde le connaît. Donc, est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu des demandes de brevets français et de demandes de brevets européens ou internationales désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. Donc, en droit français et en droit européen, via l'article 54.3, ces demandes-là qui ont été déposées avant et publiées après, donc qui étaient secrètes au moment du dépôt de la deuxième demande, sont opposables à la nouveauté uniquement, et pas opposables à l'encontre de l'activité inventive. Qu'en est-il dans les autres juridictions? Eh bien, c'est pareil en Europe, comme je viens de le dire, mais également au Canada et en Australie, nouveauté opposable à la nouveauté uniquement. Au Japon et en Corée, ce qui est écrit dans le droit, c'est invention identique, mais dans les faits, on parle plutôt de nouveauté élargie, c'est-à-dire que la distance doit être la nouveauté plus les différences qui doivent aller au-delà des connaissances générales de l'homme du métier. Et aux États-Unis, c'est nouveauté plus activité inventive. Dans certains pays, il existe des règles anti-autocollision. Donc, ces règles permettent d'éviter qu'une demande antérieure non publiée d'un déposant constitue un état de la technique opposable à une demande ultérieurement déposée par ce même déposant. Alors, en Europe et en Australie, il n'y a pas de règle anti-autocollision. Par contre, ça existe au Japon, en Corée, au Canada et aux États-Unis. Je vais maintenant passer aux propositions d'IT-Free sur les demandes interférentes. Alors, eux reprennent le critère de nouveauté élargie dont je viens de parler, donc nouveauté plus connaissance de l'homme du métier. Ce critère qui est hérité du Japon et de la Corée. Ils retiennent le principe du contenu global, Whole Content Approach, c'est-à-dire que le contenu entier, description plus dessin, fait partie de l'état de la technique pour l'analyse de nouveautés de la demande ultérieure. Il n'y a pas de double protection. Donc, il y a une règle d'anti-autocollision. Et pour le cas des demandes PCT, elles sont traitées comme un art antérieur à partir de la date de dépôt PCT ou de la date de priorité dans tous les offices pour lesquels il existe une désignation active au moment de la publication de la demande PCT.
Donc, ce sont des propositions qui sont plutôt alignées sur la pratique du Japon et de la Corée, sauf pour les demandes PCT. Les propositions de FICPI et d'AIPPI sur les demandes interférentes, eux sont plutôt sur le modèle de la CBE, donc critères de nouveauté uniquement, principe du contenu global, pas de double protection, pas de règles anti-autocollision, et pour les demandes PCT, elles deviennent opposables au moment de l'entrée en phase nationale. À présent, je vais passer aux consultations. Alors, un petit peu de contexte. Lors de la plénière d'octobre 2021, eh bien, il a été décidé que les délégations qu'ils souhaitent pouvaient mener des consultations auprès de leurs parties prenantes. On a eu ensuite un courrier du président, donc de Pascal Faure aux délégations, qui leur demandait de mener des consultations sur le package d'IT Free, mais aussi, aussi AIPPI et FICPI, les inclure dans la consultation. Et donc, on a eu cette consultation qui s'est déroulée grosso modo pendant l'été 2022. Et toutes les délégations ont été invitées à partager leurs travaux en septembre, en amont de la plénière du groupe B+, qui a eu lieu fin septembre. Et pour IT Free, il espérait la poursuite des travaux et une présentation des avancées. Suite à ça, l'OOB a préparé un questionnaire commun de consultation pour tous ses États membres, avec notamment un tableau comparatif des propositions d'IT Free, FICPI, AIPPI sur les 3 grands sujets que je viens d'exposer, donc délai de grâce, traitement des demandes interférentes et droits d'usage antérieur. Un tableau qui est bien utile pour un peu appréhender ces différentes propositions et pouvoir les comparer. Au final, il y a eu 20 délégations de membres de l'OEB qui ont consulté. Donc là, vous avez la liste, je vais pas la détailler. En dehors de l'OEB, le Canada a consulté en utilisant ce même questionnaire. Et d'autres délégations ont mené des consultations, les Australiens et les Japonais, mais plutôt auprès des utilisateurs clés, c'est-à-dire leurs associations de conseils en pays, alors que pour l'OEB et ses États membres, c'était une consultation publique. Enfin, il y a eu quelques délégations qui n'ont pas consulté, les États-Unis, la Corée et la Nouvelle-Zélande. Les résultats de la consultation en France, on a eu 15 réponses, dont 3 associations d'utilisateurs, la CNCPI, l'ACPI et le MEDEF. La CNCPI s'est prononcée contre une période de grâce systémique, donc contre la période de grâce tout court en fait. L'ACPI, c'est donc un membre de FICPI, donc l'ACPI soutenait le package FICPI. Et même chose pour le MEDEF, qui est lié à l'IT Free, donc le MEDEF soutenait les propositions d'IT Free. En ce qui concerne les cabinets de conseil, on a remarqué une tendance plutôt en faveur des packages de FICPI AIPPI. Donc, comme vous avez pu le voir, FICPI AIPPI, les propositions sont très semblables. Donc, on peut quasiment les regrouper. Pour les grandes entreprises, on était plutôt sur le package, une tendance pour le package d'IT Free sur la période de grâce. Et FICPI pour les autres sujets. Enfin, pour les PME indépendants, on était plutôt en faveur du package FICPI. Donc, au total, FICPI est arrivé en tête avec 8 votes. IT Free suivait avec 6 votes et AIPPI 4 votes. Ce qu'on pouvait retenir, c'est qu'il n'y avait pas de consensus pour la période de grâce parce qu'on avait tout de même la CNCPI qui était contre la période de grâce tout court, qu'on avait quand même pas mal d'utilisateurs qui étaient pour le package IT Free parce qu'il y avait la déclaration et la publication accélérée, et d'autres qui étaient pour le package FICPI AIPPI parce qu'il n'y avait pas de déclaration, en estimant que la déclaration pouvait être un peu trop contraignante pour les déposants de brevets. Par contre, on avait les propositions FICPI AIPPI qui étaient plutôt préférées pour les demandes interférentes, ce qui paraît logique parce qu'elles sont alignées sur la CBE, et les droits d'usage antérieurs. Alors à présent, je vais parler des résultats en Europe. On a eu 107 réponses venant de tous les États membres qui ont consulté. Donc, tout ça a été synthétisé par l'OEB. On avait plutôt des incohérences entre la notation des propositions individuellement et le choix du package préféré, parce que dans le questionnaire, il y avait une question qui était quel est votre package préféré, et ensuite
il y avait des notations par grand sujet. Donc, pour le délai de grâce, quel est votre package préféré? Voilà, idem pour les 2 autres. Donc, ce qu'on a remarqué au niveau européen, c'est qu'aucun des packages ne recevait la préférence de la majorité, ni n'était acceptable en l'état par celle-ci. Alors, pour IT Free, il y avait des propositions qui étaient le package IT Free, des propositions qui étaient jugées trop compliquées, comme le fameux DIU dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais le fait qu'il y ait une déclaration, une publication accélérée plaisait à certains utilisateurs. Et par contre, pour FICPI et IPPI, là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de déclaration et ça gênait souvent certains utilisateurs. Néanmoins, ce qu'on a remarqué, c'est que l'harmonisation internationale du droit des brevets était jugée importante ou très importante par 80% des associations d'utilisateurs et 84% des répondants individuels. Alors, ce qu'on appelle répondants individuels, ce sont des sociétés ou des CPI, des grandes entreprises. Donc là, on a quand même un net soutien de la démarche d'harmonisation. Ensuite, sur chaque thème, je vais commencer par la période de grâce. Alors, du côté des associations, on avait 69% des associations qui étaient en faveur, 25% contre, mais 51% en faveur seulement si de type filet de sécurité. Alors, ce qu'on entend par filet de sécurité, c'est avec une déclaration et les droits d'usage antérieurs à l'australienne, donc les droits d'usage antérieur robustes. Par contre, si on avait une période de grâce non restreinte du type américaine, alors 76% des associations seraient contre. Ça, c'est un chiffre intéressant parce que ça veut dire que les Européens seraient pour une période de grâce, mais bien encadrée. Du côté des individuels, donc des répondants individuels, on avait 69% en faveur et 24% contre, des chiffres qui ressemblent. Et 34% en faveur seulement si délai de grâce de type filet de sécurité. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. On a donc un mouvement qui serait pour la période de grâce version filet de sécurité. On a quand même eu des arguments contre la période de grâce, donc des associations d'utilisateurs qui jugeaient que ça introduirait une complexité supplémentaire difficile à gérer, et en particulier pour les PME, qui ne seraient pas forcément bénéficiaires d'une période de grâce parce que ça compliquerait encore le système. Pour les droits d'usage antérieur, en Europe, on avait des résultats qui étaient en faveur de l'approche FICPI-IPPI, donc logique, avec des droits d'usage antérieur, y compris pour une invention dérivée. Et pour les demandes interférentes, là aussi, sans surprise, on a des résultats qui étaient en faveur de l'approche FICPI-IPPI, ce qui est logique parce qu'elle est alignée avec la CBE. Enfin, un dernier slide sur les prochaines étapes. Donc, lors de la dernière plénière du groupe B+, la décision a été de lancer un groupe de travail de délégation volontaire pour mener une analyse comparative des résultats des consultations qui ont été menées dans les différents pays, afin de déterminer les convergences et les divergences. Les délégations qui se sont portées volontaires pour participer à ce groupe de travail sont le Japon, l'Australie, l'OEB, l'Office allemand, l'Office du Royaume-Uni, l'Office de Pologne et l'Office de République tchèque. Alors pour nous, la France, on devrait participer aussi, mais plutôt en tant qu'observateur. La question n'a pas encore été réglée en interne. Et on espère pouvoir rédiger cette analyse comparative pour le premier trimestre 2023, ce qui est plutôt ambitieux. Donc on va peut-être plutôt tabler pour avril 2023. Ensuite, au niveau européen, donc en parallèle, au sein de l'OEB, les discussions vont se poursuivre en essayant d'impliquer également les utilisateurs, donc le pays, l'Association des conseils européens et Business Europe, afin de parvenir, si possible, à une position européenne sur les différents sujets. Parce que pour l'instant, toutes les délégations ne sont pas d'accord, ou certaines fédérations de Business Europe ne sont pas d'accord avec la position de Business Europe. Donc,
en fait, les utilisateurs sont pas d'accord entre eux et les délégations semblent converger un peu plus, mais c'est pas non plus complètement évident. Donc voilà, on va essayer de s'harmoniser déjà au niveau de l'Organisation européenne des brevets. Et enfin, au niveau des associations d'utilisateurs, IT-Free, FICPI et IPPI vont, on l'espère, en tout cas, retravailler leurs propositions en tenant compte des résultats des consultations. Et en ce qui concerne la prochaine plénière, elle aura lieu en marge des assemblées générales de l'OMPI, donc ce sera début juillet. La date n'a pas encore été fixée. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Et je vous repasse la parole pour la suite. Merci Jonathan pour cette présentation très détaillée. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience, soit en ligne, soit dans la salle? Non. Moi, j'ai une question très basique. Jonathan, toi qui es dans le sérail de toute cette discussion, est-ce qu'il y a une chance qu'à un moment donné, dans le futur, on ait des changements réels implémentés au niveau européen? Je pense au délai de grâce, par exemple. C'est une bonne question. Je pense qu'on a actuellement un mouvement qui est intéressant, que ce soit au niveau des délégations des utilisateurs en Europe pour converger vers cette position commune dont je parlais sur le délai de grâce, les droits d'usage antérieur et le traitement des demandes interférentes. Après, dans le cadre des discussions au sein du groupe B+, ça risque d'être plus compliqué, en particulier avec les États-Unis, la délégation des États-Unis, parce que, comme on peut le voir, ce serait eux qui auraient un peu plus de chemin à faire par rapport aux autres. Donc, en fait, quand ils ont vu que l'Europe ne prenait pas le délai de grâce en retour de leurs efforts lors de l'America Invents Act sur le premier inventeur, premier déposant, ils se sont un petit peu bloqués et ils sont plutôt dans une démarche de blocage des discussions sur l'harmonisation. Et ils ont quelques alliés, notamment le Canada, qui a beaucoup d'échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, le Canada a plutôt tendance à suivre les États-Unis. Et donc, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais on discute beaucoup avec le SPTO, avec l'Office du Canada et avec tout le monde, hein, avec l'OEB évidemment, pour essayer de parvenir au moins, déjà dans un premier temps, à cette position commune européenne et ensuite à pouvoir discuter ou négocier un package qui pourrait convenir à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Après, peut-être que l'OEB ou que les pays membres de l'OEB vont décider de modifier leurs droits, mais ça, c'est pas du tout pour l'instant en discussion parce que la plupart des utilisateurs seraient pour un délai de grâce dans la mesure où il serait harmonisé avec le reste du monde, ou au moins avec les gros pays du monde. Donc, il n'y a pas de réponse nette. Je dirais qu'il y aurait plus de chances pour avoir une harmonisation entre l'Europe et l'Asie, c'est-à-dire Japon et Corée, plutôt, sans comprendre les États-Unis, plutôt qu'une harmonisation mondiale. Donc, voilà à peu près où on en est. Ce ne sera pas pour demain, mais en tout cas, on essaye de... on fait ce qu'on peut pour faire avancer les discussions. D'autres remarques sur la scène là, ou dans la salle? Non. Pas de... Non. Très bien. Je vais remercier, peut-être clôturer donc cette séance et puis remercier donc nos intervenants. Je voudrais également particulièrement remercier la CCI, puisque Chambre de commerce Strasbourg-Eurométropole, qui a eu un rôle sur l'aspect important, en particulier sur l'aspect logistique. Donc, merci Emmanuel qui est en ligne derrière, je pense, qui nous écoute. Merci à vous d'avoir été présents ce soir dans cette salle. Et puis, pour ceux qui sont en présentiel, j'espère que ça va encourager ceux qui sont en distanciel à venir ici physiquement la prochaine fois. Donc, on a un petit moment de convivialité qu'on organise en haut dans nos locaux au 3e étage, donc à l'INPI. Voilà, merci à tous et puis bonne suite de soirée pour ceux qui étaient en ligne et qui vont nous quitter. Et puis pour les autres,